Pap, on s'assoit. Il y a une bombe que je vais lâcher tout à l'heure. Mais la bombe là va faire mal, hein. Ouh, ça, Alors, ouf, c'est par là que je vais commencer. Avant de développer le livre de cet ancien collaborateur de l'Élysée qui a cassé les papeaux comme le disent les Ivoiriens. Mais est-ce que réellement Cheikh Oumar Keïta est surpris de cette révélation? Non, pas du tout. Je vous invite à remonter, à aller regarder mes interventions sur Alassane Ouattara. J'ai toujours dit qu'Alassane Ouattara n'a jamais gagné les élections. Et que ceux qui ont fait les bourrages d'urnes, certains parmi eux, depuis leur pays d'exil, parce que quand ils ont fait ça, après, leur conscience était perturbée par ce qu'ils ont fait, au regard des victimes. Certains qui ont commencé à parler, on a neutralisé d'autres personnes autour d'eux. Donc parmi eux, je ne sais pas combien, mais en tout cas certains ont pu s'échapper et puis ils sont allés. Ils m'ont expliqué, même les soi-disant armes qu'on a saisies à la résidence de Sultan Soula Boaké, ils m'ont expliqué l'origine de toutes ces armes. C'est Blaise Compaoré qui a commandé ces armes au nom d'Alassane Ouattara. Et ces armes ont été achetées à la Biélorussie et ces armes sont allées au Burkina Faso pour transiter par la Côte d'Ivoire. C'est l'armée française et l'ONUCI qui ont fait entrer ces armes-là à Boaké, à partir du Burkina Faso. Ils m'ont expliqué tout le truc. Et j'étais même sur le point de m'envoyer certains documents. J'ai dit, c'est trop lourd, ne me donnez pas, je vais pas avoir de problème. À l'époque, j'étais pas aussi engagé que maintenant. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils m'ont dit que les bourrages, ils ont interdit la ville. Il y a certaines régions, certains lieux de vote, des centres de vote, ils ont interdit l'accès à l'armée ivoirienne. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient dans les bureaux de vote. Et les résultats étaient incontestables. Ce sont ces résultats-là que Paul André avait invalidés et proclamé Laurent Gbagbo vainqueur. Ce sont ces résultats-là qu'ils ont prétendument dit que Alassane a gagné. Mais j'ai toujours dit qu'il n'a jamais gagné ces élections. Voilà que ça sort. Vous pouvez nous insulter, hein? Et j'ai dit qu'il sera humilié. J'ai dit Alassane Ouattara sera humilié. Il va pas mourir comme ça. J'ai une amie qui me dit, Keïta, tu dis toujours que le pouvoir de Ouattara est fini, mais il est encore là. J'ai dit, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Ce que Dieu va montrer d'abord à Alassane Ouattara avant de l'amener, avant de le faucher, c'est Dieu seul qui sait. Pourquoi t'as été pressé? Elle dit, parce qu'il commet trop de crimes. J'ai dit, mais ne sois pas plus pressé que le Créateur lui-même. Il sait quand et comment régler le compte de Ouattara. Et ça vient de commencer. Je vous ai dit que Ouattara sera humilié. Je vous ai dit qu'il ne va pas mourir comme ça. Je vous ai dit qu'il va rendre compte. Ça a commencé. Ça, c'est une humiliation. On va revenir, on va discuter sur ça. Et c'est curieux quand même que on n'est pas des journalistes. Parce que vous avez vu, le livre du monsieur a suscité des débats. Je répète, le livre du monsieur a suscité des débats. On l'a interviewé sur un certain nombre de plateaux. Mais vous n'avez même pas vu un seul journaliste ici dans le Sahel s'intéresser au livre du monsieur. Moi, c'est ça qui m'étonne un peu chez nous, quoi. Il n'y a même pas un seul journaliste digne de ce nom. On vous a pas dit de mentir. On vous a pas dit d'aller écouter les réseaux. Mais le monsieur, il a écrit un livre. Mais le livre est disponible sur comment on appelle ça, comment on appelle ça, sur Amazon et comment on appelle ça, sur les plateformes numériques de vente en ligne. Mais allez-y acheter la version numérique, lisez, et puis faites le débat chez nous. Alassane Ouattara qui veut détruire le Sahel, Alassane Ouattara qui déstabilise le Mali, qui déstabilise le Burkina, le Niger, qui est prêt à envahir le Niger. Voilà ce qu'on lit d'Alassane Ouattara. Il n'y a pas un journaliste dans le Sahel qui a été capable de dire « je vais acheter le livre, le lire, et puis on va faire un débat ». C'est ceux-là qui disent qu'ils ont besoin de satellites. Hein. C'est ceux-là qui disent qu'ils peuvent faire la communication offensive.
Vous savez, le groupe français là, c'est bon. Le groupe français là, c'est bon. Communication offensive. Si vous connaissez au moins la signification de communication offensive, moi, il n'y a pas de problème. Sadio Camara dit, Monsieur le Président Assimi Goïta, je peux relever le défi de l'armée. Aujourd'hui, le monde est fier et le Mali est placé. Sinon, le Mali est identifié parmi les puissances militaires aujourd'hui. Parce qu'il y a un homme qui a dit, il faut. C'est qu'on, il dit tu peux, il dit je peux. Mais, c'est pas vraiment. Bon, quand tu as parlé ici, on dit, oh, on va commencer avec ça d'abord. On va commencer ici. Prêtez l'oreille, hein. Écoutez très bien. On va écouter, on va aller. Je donne maintenant la parole à son Excellence Abdoulaye Maïga, vice-premier ministre, ministre d'État. Est-ce que vous avez compris? La parole au ministre Abdoulaye Maïga, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de la Défense. Donc, Abdoulaye Maïga, il n'est plus seulement ministre d'État. Désormais, Abdoulaye Maïga est vice-premier ministre du Mali. Où sont les gens de M5RFP là? Vous êtes où? Je vous ai dit, Assimi va prendre décision. Allez chez Ouli Kawa Franca. Je vous ai dit, Assimi va dire. Il n'y a pas de garçon parmi vous qui a demandé à Assimi pourquoi tu as fait ça. Quand vous donnez conseil, vous croyez que nous on était contre vous. Quand vous interpellez, vous croyez que on était contre vous. La dernière fois, j'ai fait une démonstration. J'ai dit, c'est Al-Husseini, notre ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui, qui gère les dossiers. Les dossiers qui, logiquement, devaient être gérés par le Premier ministre. Mais c'est le ministre de l'économie et des finances. Même actuellement que je vous parle, il est en Russie. Avec notre charmante ministre du transport. Avec notre très belle dame qui a peur de Dieu. Vous la regardez, mais vous savez qu'elle a peur de Dieu. La ministre qui est en charge de l'énergie. Ils sont en Russie aujourd'hui. Elle a même été invitée dans un panel en Russie, prendre la parole pour dire à quel niveau se trouve aujourd'hui la collaboration énergétique entre le Mali et la Russie. Mais ça, ce sont des dossiers qui devraient être pilotés par Choguel Kokala Maïga. J'avais dit, voilà un premier ministre qui n'est pas premier ministre. Et Dieu vient et puis dit que tu as trop parlé. Attends, on va te montrer quelque chose de voilà. Maintenant, Abdoulaye Maïga est vice-premier ministre au Mali. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça, c'est les Nations Unies. C'est pas moi, hein. C'est les Nations Unies. C'est le document qu'on leur a donné qu'ils ont lu. Donc, il n'y a rien d'inventé dedans. C'est le document que l'État du Mali a donné aux Nations Unies. C'est ce document qu'ils ont lu. Je vais revenir en arrière et puis vous allez bien écouter. Ensuite, on va écouter ce qu'il a dit. On va écouter. Je donne maintenant la parole à son Excellence Abdoulaye Maïga, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. 3 titres. Vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de la décentralisation. Ah, c'est pas ça qui est là. Maintenant, comment on en est arrivé là? C'est pas une polémique. Comme ils ont essayé de cacher, ils n'ont pas dit la vérité. Moi, c'est mon droit de dire la vérité. Et je vous ai dit, je suis analyste géopolitique, je ne suis pas journaliste. À ma qualité d'analyste, quand je vois, et d'ailleurs, Abdoulaye Maïga, il mérite pleinement cela. C'est lui qui a été insulté par les enfants du M5RFP. Je ne dirais pas Choguel Kokala Maïga, parce que si vous dites le nom de Choguel, c'est comme si il est à l'origine de certaines choses. Il ne l'est pas, même s'il peut éviter qu'il ne le fait pas, bon, on va pas se dire, mais disons tout simplement M5RFP. Maintenant, quand vous dites que ce que vous avez dit, vous avez raison, j'ai dit la réalité du pouvoir. Alors, Abdoulaye Maïga, qui est aujourd'hui le vice-premier ministre. J'ai vu vice-président. Je peux voir aussi vice-premier ministre. Je peux voir ministre délégué auprès du premier ministre. Bon. Pour en arriver là, c'est que le M5RFP a fait un peu trop. On vous a dit, vous n'êtes plus rien dans ce pays et vous prétendez être quelque chose dans ce pays. On vous a dit, si demain là,
on vous ferme la bouche, allez chercher Ouli Kaba Franga. Vous avez cru que peut-être vous êtes... Donc quand vous parlez toujours, vous avez l'impression, on a l'impression que vous maîtrisez quelque chose encore dans ce pays. Vous ne maîtrisez rien dans ce pays. Je dis ici, voilà Abdoulaye Maïga qui est à la tribune des Nations Unies. Je ne voudrais pas manquer de respect à notre Premier ministre. Hein. On va continuer à notre direct. Mais rappelez-vous, j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, si vous ne vous ressaisissez pas, si vous devez à chaque occasion parler d'une certaine manière, le président Assimi Goïta, est-ce qu'il aura confiance en vous pour vous confier un certain nombre de dossiers? S'il y a quelqu'un qui est digne d'un homme, là, et puis d'une femme, qui sort pour dire ce que j'ai dit, que je n'ai pas dit ça. J'ai dit, vous allez continuer sur ce chemin, Assimi ne va pas vous confier des dossiers importants. Il devait être à la tribune, c'est Abdoulaye Maïga qui est parti. Il devait être en Russie, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est parti. Est-ce que Choguel ne doit pas tirer les leçons de tout ça? Moi, je ne fais pas de polémique. Mais j'interpelle la conscience de chacun. J'interpelle le rôle de chacun. J'interpelle la responsabilité de chacun. Ça sert à rien de faire certaines choses. Quand quelqu'un autant pour moi, attaque par exemple la République, la transition, et que Choguel va sur cette personne-là pour dire la rétablir, pendant que la vérité a été rétablie, mais qu'est-ce que vous espérez que le président fasse? Le président ne va pas vous démettre de vos fonctions, mais il va vous arracher l'essentiel de votre fonction. C'est comme dans les pays où c'est le premier ministre qui a le véritable pouvoir. La présidence, c'est comme en Israël. Le président de l'Israël, c'est un titre honorifique. C'est le premier ministre qui a tous les pouvoirs en Israël. C'est la même chose aujourd'hui qui arrive à Choguel. Il est premier ministre à titre honorifique. Mais la réalité du véritable pouvoir se trouve aujourd'hui entre 3 personnes. Enfin, c'est un peu exagéré, mais entre 2, je veux dire, le véritable pouvoir de la primature, attention, hein, je ne parle pas du pouvoir en tant que... Mais le véritable pouvoir de la primature aujourd'hui se trouve entre les mains de 2 personnes. Le vice-premier ministre, ministre d'État, Abdoulaye Maïga, et le ministre de l'économie et des finances. Voilà les 2. Le ministre de l'économie et des finances gère les finances et Abdoulaye Maïga gère le côté politique. Donc, aujourd'hui, Choguel, il a été dépouillé de tout ce qu'il y a comme pouvoir lié à la fonction de Premier ministre, et cela a été reparti de façon intelligente entre deux personnes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre d'État Abdoulaye Maïga qui devient vice-premier ministre. Est-ce que cela peut donner leçon aux gens de M5RP? J'espère que oui. Parce que grand, waya, surtout l'idiot qui est aux États-Unis. Il n'a qu'à sortir maintenant pour parler. Voilà le vice-premier ministre qui est aux États-Unis là-bas. Abdoulaye Maïga. Vous ne les avez pas vu crier, parce que je suis sûr qu'ils n'ont pas vu ça venir. C'est pas moi qui le dis. Quand vous donnez un document, quand vous devez passer à la tribune des Nations Unies, la première fois quand Abdoulaye Maïga passait, il n'est même pas passé comme ministre d'État ou bien quoi, que vous le comptez. Non. Allez-y. La première fois il passait ça, c'est son deuxième passage. Choguel est passé une seule fois. Lui, c'est son deuxième passage. Allez-y, regardez la première fois, comment on l'a présenté avant qu'il ne prenne la parole. Et aujourd'hui, une dernière fois, écoutez comment on le présente avant qu'il ne prenne la parole. Je donne maintenant la parole à son Excellence Abdoulaye Maïga, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali. Voilà, ça c'est le protocole des Nations Unies. Est-ce qu'il y a M5 là, vous avez compris ça? Vous sortez, vous criez, wouyo waya. On dirait que c'est Dobaye. C'est ça, c'est Baye, c'est Kamal là. On vous dit de vous taire, d'être intelligent. Faites la politique intelligemment. Voilà ça ici. Vous pouvez faire voir. On va écouter le ministre Abdoulaye. Je vais ramener ça ici. Mais je vais faire tout pour... Attends, je vais ramener ça ici et puis on va... Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs,
À l'entente de mes propos, je voudrais vous adresser les chaleureuses salutations de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, celle du gouvernement et du peuple malien. Je voudrais ensuite vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation malienne pour votre brillante élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Votre beau pays, le Cameroun, pays africain frère et ami, entretient d'excellentes relations avec mon pays. Vous pouvez compter sur le soutien total du Mali dans l'accomplissement réussi de votre mandat. Ok, on revient ici. Maintenant, on revient ici. Parce que pour nous, c'est essentiel de comprendre un peu comment ces choses-là fonctionnent. Ce n'est pas... On va écouter. Mali. Voilà, maintenant on va arrêter ça et puis on va revenir sur notre tablette. Voilà, on va continuer ici. On va continuer, ok? Wow. Voilà, on va écouter maintenant. Alors, vous savez, le ministre, le vice-premier ministre Abdoulaye Maïga a présenté un tableau. Et quand vous regardez le tableau qu'il a présenté à cette 79e session, il y a, je peux vous le dire, il y a une véritable contradiction entre ce qui se passe aujourd'hui et l'objectif recherché. Dans tous les cas, ne vous emmerdez pas trop. Pour comprendre les propos d'Abdoulaye Maïga, je suis sûr que vous avez tous écouté. Pour confirmer les propos du vice-premier ministre Abdoulaye Maïga, le colonel Abdoulaye Maïga, pour démontrer la pertinence des propos du vice-premier ministre du Mali, ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga, je vais vous amener, si Dieu le veut, voilà, je vais vous amener ici. J'espère qu'on va pouvoir développer cela de façon intelligente pour que chacun puisse comprendre ce dont il est question. Permettez-moi une seconde, on va rapidement. Parce que c'est ce qui se joue là, c'est important pour nous. Ok? Voilà. Maintenant, je vais vous ramener ici. On va écouter les propos ici. On va pas. Ouh, c'est pas vrai. Ok. Un jour, j'ai accompagné un ambassadeur d'un pays. On va s'arrêter là. Le Gabon. On va s'arrêter là d'abord. Je suis pas pressé. On va revenir. Vous allez écouter. Les gars. Voilà. On va écouter ça ici. J'espère que vous allez. Pour comprendre. Alors en 2002 on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche, il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon de restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent
Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant le Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aimerais à hauteur de 3 millions de dollars M. Jospin. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Ok. Ça, c'était avant le déclenchement de la crise. Non, pas la crise. Ça, c'était avant le déclenchement de la rébellion. C'était pas une rébellion. Je dis c'était pas une rébellion, autant pour moi. C'était pas une mutinerie comme on a fait croire. Nous le savons tous. Laurent Gbagbo venait de gagner les élections. Où Alassane Ouattara, parce qu'il n'a pas été retenu par la Cour constitutionnelle, pour lui, Laurent Gbagbo n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un, on va laisser ça pour une prochaine fois. Alors, il commence une campagne médiatique pour ternir l'image de la Côte d'Ivoire, du processus électoral, des institutions et du président de la République. Avec le soutien de sa femme, qui est bien ancré dans le domaine de la communication. Laurent Gbagbo qui arrive au pouvoir, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, quand vous avez été colonie de la France, et que dès les premiers jours de votre accession à l'indépendance, si vous ne vous êtes pas démarqué de la France et vous avez laissé la France établir des bases, faire de votre pays une base arrière, faire de votre pays, comme on appelle ça, une chasse gardée, quelle que soit votre idéologie politique, quand vous arrivez au pouvoir, vous avez l'impératif besoin, dans un premier temps, d'asseoir d'abord votre pouvoir, si vous ne voulez pas être sauté d'une manière ou d'une autre. Nous parlons de 2000. Nous parlons il y a 24 ans entre ce jour et aujourd'hui. À cette époque, la communication numérique à travers les réseaux n'était pas développée comme aujourd'hui. Il n'y avait que la communication à sens unique. La communication de l'Élysée à travers RFI surtout, TV5, France 24. En général, c'était TV et RFI surtout. Gbagbo avait besoin de cela. Puisque à l'époque, il y avait ce dont Abdoulaye Maïga a parlé à la tribune des Nations Unies aujourd'hui. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nations les nations vainqueurs se sont permis de faire certaines choses. Ils ont scellé des alliances entre eux. Les Américains surfaient au-dessus. Ils n'avaient pas de parti pris, mais ils allaient toujours là où leurs intérêts sont garantis. Les Américains avaient le regard vers le Moyen-Orient, vers les monarchies arabes. L'Angleterre, la France, et puis certains pays, eux, c'était l'Afrique surtout. Donc, pour qu'un État francophone, ayant été déjà colonisé par la France, puisse avoir son mot à dire, ou faire ceci, cela, vous avez vu Oufo? Oufo lui-même, quand il a été lâché dans les années 85, 86, 87, vous l'avez vu crier, mais il n'a jamais rien changé. Il n'a pas été capable de changer un seul iota. Parce que la France l'avait abandonné. Oufoué n'a pas pu changer grand-chose. C'est la même France qui a contraint Oufoué au multipartisme. Donc, si vous oubliez ça, et dire que pourquoi Laurent Gbagbo voulait la grâce de la France, c'est que vous n'avez rien compris à la politique. On dit, quand tu as ta main dans la bouche du caïman, ou du crocodile, tu le blagues et puis tu fais sortir ta main doucement, doucement. Tu le fais sortir brutalement, il va t'enlever, il va t'amputer le bras. Gbagbo était un politicien averti.
Il savait qu'en venant avec une certaine idéologie révolutionnaire, il allait se trouver confronté. Il vient avec un programme socialiste alors que le pays, depuis plus de quoi? De 1960 à 2000, plus de 40 ans si je ne me trompe pas. Mais le pays a été gouverné sur un modèle du capitalisme d'État. Donc si tu viens avec le socialisme, il faut trouver les moyens comment adapter ta politique socialiste à un système capitaliste existant. Hein? Tu viens d'une certaine manière, tu ne sais pas faire les choses, ils vont te fermer toutes les portes. Il avait besoin de financement pour accomplir son programme de président. Le programme sur la base, il a été élu. La Côte d'Ivoire était super endettée. Donc, il avait besoin d'argent. Mais malgré que la Côte d'Ivoire était super endettée, il a eu quand même le courage de donner 3 millions de dollars pour financer la campagne de Chirac. C'est de ça que le monsieur nous parle ici. Il est important pour nous, quand on parle de ces choses-là, les gens pensent peut-être que Gbagbo n'aurait pas dû, Gbagbo aurait, blablabla. C'est facile de parler aujourd'hui, parce que la plupart de tous ceux qui parlent aujourd'hui, cette petite dévergondée, ratée et pervers, ils n'étaient même pas nés à cette époque. Il y a plein de gens qui sont sur les réseaux qui disent des bêtises aujourd'hui qui n'étaient même pas nés. De 2000 à 2024, ça fait 24 ans. La plupart de ces idiots, ils n'ont que 18 ans, 20 ans, 22 ans. Plein parmi eux ne savaient rien. Ils ne savaient même pas à quoi ressemblait la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui racontent des bêtises aujourd'hui. Leur papa même n'avait même pas encore rencontré leur maman. Leur papa ne savait même pas s'il a rencontré une femme qui s'appelle ceci ou cela. Nous parlons d'une époque qui remonte à plus de 24 ans. C'est pas une époque qui s'est passée hier. Ça remonte à une date qui est quand même un peu lointaine. À cette époque-là, que se passait-il réellement? Pourquoi les présidents africains? Ça, c'est un élément que tous les Africains doivent réfléchir. C'est important et c'est fondamental. Voilà pourquoi je suis encore déçu de nos chaînes de télévision dans le Sahel. Voilà l'opportunité qu'on donne aux médias du Sahel de développer. La France qui nous a toujours considérés comme pays pauvres. Sans la France, vous serez le califat. Alors que c'est nous qui avons financé l'élection présidente de la plupart de ces idiots présidents qui sont en France. C'est nos États qui ont financé leur campagne. Quel président africain n'a pas mis la main dans la poche pour financer la campagne présidentielle d'un idiot français? Mais ce sont ces bâtards avec ces dents pourries qui sentent la merde qui nous disent que nous sommes pauvres. Et il y a des Africains aliénés, dévergondés, qui n'ont aucune vertu morale, qui croient à cette bêtise-là. Voilà aujourd'hui que Dieu donne sur un plateau d'or aux journalistes africains du Sahel. Lavez l'honneur de vos États. Voilà quelqu'un qui vous donne quelque chose. Voilà quelqu'un qui vous tend la main. Qu'est-ce que cela coûte à un journaliste digne de ce nom de faire une émission? Alors, comme ils ont échoué, comme ils ont démissionné de leur fonction, ils sont payés avec un autre argent, incapables de faire le travail pour lequel ils sont payés. Des directeurs à leur niveau, incapables de comprendre ce qui se passe dans le monde. Nous allons jouer notre rôle et nous allons décortiquer. La nature a horreur du vide. Ils sont payés pour un travail, ils sont incapables de faire ce travail. Mais ce travail-là, nous ne le faisons pas pour eux. Juste à ma mort, je ne vais pas le faire pour eux. Je le fais pour mon pays, je le fais pour le continent, je le fais pour le monde. On va développer. C'est important de comprendre ce dont il est question. On va revenir et puis on continue. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Peredman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience.
Il avait ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable. Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison. D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Écoutez ici, les derniers moments. Et il se trouve que dans le Sahel, on n'a pas un journaliste digne de ce nom. Voilà un monsieur qui vous donne un plateau d'or gratuit pour laver l'honneur de l'Afrique, pour laver l'honneur de notre pays. Il n'y a pas un journaliste digne de ce nom, capable de regarder entre les lignes et faire une émission pour en parler. Et chaque fois que je regarde le directeur de l'ERTM, je suis dépassé, quoi. C'est-à-dire, je regarde et puis je dis, c'est pas vrai. Pourquoi je dis toujours le directeur? Je vais vous donner un exemple simple. Regardez Abdoulaye Diouf aujourd'hui. Oui, c'est ça, ouais. Abdoulaye, notre ministre des Affaires étrangères. Abdoulaye. Il a été dans le gouvernement d'Ibeka, paix à son homme. Mais on n'entendait pas sa voix. Mais Assimi a vu en lui un homme d'une qualité exceptionnelle. Quand il a regagné l'équipe d'Assimi Goïta, regardez aujourd'hui comment Abdoulaye Maïga parle. Je dis Abdoulaye Diouf-Safoula, Abdoulaye, mais regardez comment il parle aujourd'hui. Pas Abdoulaye Maïga. Son nom c'est quoi? Bathily, tu es là? Le ministre des Affaires étrangères, j'oublie un peu. Regardez comment il parle aujourd'hui. Regardez comment il défend aujourd'hui le Sahel, comment il défend aujourd'hui le Mali. Mais pourtant, à l'époque d'Ibeka, on l'entendait pratiquement jamais. Il était perdu. Il était dans son petit coin. Si tu parles, qui va te défendre? Mais aujourd'hui, c'est Diop. Ok, merci beaucoup, Madiabi. Diop, Abdoulaye aujourd'hui parle. Mais quand vous regardez l'ERTM, ce sont ces mêmes journalistes-là qui étaient là, hein, le même directeur de l'ERTM qui était là au temps d'Ibeka. C'est la même bêtise à laquelle on assiste. L'incapacité, l'incompétence, l'ignorance, la faiblesse, la honte. C'est ceux à quoi on assiste, ils sont là-bas toujours. Rien n'a changé. Mais je vous jure au nom de Dieu, nommez un militaire comme directeur général à l'ERTM. Vous n'allez pas reconnaître les journalistes aujourd'hui. Nommez un militaire comme directeur général de l'ERTM. Vous n'allez pas reconnaître l'ERTM. Vous allez voir tout de suite que l'ERTM sera métamorphosé. Moi, je conseille au président Assimi Goïta de démettre le ministre de la Communication et de nommer un militaire à la communication, de démettre le directeur de l'ERTM et de nommer un militaire à la tête de l'ERTM. Je vais vous dire pourquoi. En Ouganda, regardez l'Ouganda. Je prends plaisir à regarder l'Ouganda ces temps-ci. L'Ouganda est en train de faire des performances économiques inimaginables. L'Ouganda est en train de réaliser des choses. Vous savez que quand je regarde des documentaires sur l'Ouganda, ma bouche reste ouverte. Je dis, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que le monsieur il a fait? Monsieur Veni. Les secteurs clés, les secteurs vitaux, il a nommé des militaires là-bas. Il dit parce que là où il y a un beau militaire, il y a quoi? Il y a l'éducation. Il y a la bonne conduite. Il y a la responsabilité. Parce que le militaire, c'est l'ordre, c'est le respect. Le militaire ne rentre pas dans les détails. Où tu fais, où tu dégages. Moi, je voudrais que Assimi Goïta militarise un peu l'administration. C'est-à-dire, il y a des secteurs clés. S'il y a des compétences militaires qu'on peut mettre là-bas, il faut mettre les militaires là-bas. Merci beaucoup, Anna. La discipline, c'est le mot que j'ai cherché. Il y aura la discipline. Moi, je demande à Assimi Goïta
de nommer des militaires à des postes clés au Mali. En tout cas, le temps de son passage. Puisqu'il y a des gens, ils se disent, mais c'est ce qu'ils se disent, hein. Et Assimi, tu sais, donc moi je dis ouvertement ce qu'eux ils disent tout bas. C'est ce qu'ils disent, et tous, c'est ce qu'ils disent. Mais mettez des militaires à ces institutions, monsieur le président. Nous sur la sifonga de dos, nous vous tchessez, nous tout tchessez la minano. Sur la sifonga monsieur le président Assimi Goïta, vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. Mais tant que la tête de certaines structures, vous n'allez pas mettre de l'autre, au nom de Dieu, votre effort sera voué à l'échec. Leur thème est une démonstration épatante. Le ministère de la Communication est une démonstration épatante. C'est les deux que je prends, pour le moment. Il faut les enlever, monsieur le président, et mettez des militaires compétents dans ces endroits-là. Communication, nommé militaire là-bas. ORTM, nommé militaire là-bas. Moi, je ne vois pas ça, monsieur le président. On va voir ce qu'ils vont faire. Il faut juste tester, monsieur le président. Tester pour voir si ça va marcher, ça va pas marcher. Parce que si vous ne testez pas, vous n'allez pas savoir. Il faut changer. Mettez des militaires là-bas et puis vous regardez. Vous allez voir comment ils vont travailler. Les résultats que vous allez obtenir vont vous surprendre, monsieur le président. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016. Oh. Donc, comment un journaliste digne de ce nom dans le Sahel peut entendre ça, se lever, venir dans son lieu de travail, retourner chez lui, auprès de sa famille, et puis dormir tranquille? Quel journaliste digne de ce nom peut entendre une telle révélation? C'est pas sur les réseaux. C'est le média officiel du gouvernement français. Le journaliste attitré qui a interviewé la plupart de tous les présidents africains. Comment un journaliste digne de ce nom entend de telles révélations et incapable de se poser des questions? Alors, là où je voulais en venir, tout le monde a écouté. Laurent Gbagbo a gagné les élections. Il n'a fait que confirmer ce que j'ai toujours dit. C'est pas la raison pour laquelle je vais parler. Parce que tout le monde n'a pas parlé de ça, les gens ont parlé. Moi, c'est pas ça. Alors, ici, ce que je veux développer, c'est quoi? Si Laurent Gbagbo a gagné, donc ça veut dire qu'on a fait une guerre injuste à la Côte d'Ivoire. Si on a fait une guerre injuste à la Côte d'Ivoire, quelle doit être la responsabilité d'Alassane Ouattara? Quelle doit être la responsabilité de la Cour pénale internationale? Est-ce que la CEDEAO est assez capable, assez honnête, pragmatique? La commission de la CEDEAO prend ce livre, le regarder et dire la CEDEAO a commis une erreur en demandant aux Nations Unies d'intervenir en Côte d'Ivoire. Quel est le rôle des Nations Unies alors? Quel est le rôle des Américains et de tous ceux qui mettaient la pression sur Laurent Gbagbo? Alors, voilà que la Cour pénale internationale, par la volonté de Dieu, n'a fait que confirmer ce que le monsieur vient de dire ici. 13 ans après, Gbagbo Laurent, en 2011, a été transféré à la Cour pénale internationale. Je crois qu'il est revenu en Côte d'Ivoire, cela fait 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Bathily Tchela, ça fait combien d'années que Gbagbo Laurent est revenu de la Cour pénale? Non. Je dis à peu près 10 ans. À peu près 10 ans, il est de retour dans son pays, après 10 ans de procès. Sur le mensonge. Alors, si Gbagbo Laurent a été injustement attaqué par les rebelles de Guillaume Soro, qui est alors responsable des 3000 morts? Nous savons qu'il y a eu peu de 10 000 morts, sinon 20, 50 000. Il y a une dame qui me disait hier, elle dit qu'il y a plus de 50 000 morts. 3000 morts, c'est des conneries.
Alors, qui est responsable? Prends le chiffre officiel de 3000. Qui est responsable? Parce que si vous voulez faire palabre, vous trouvez quelqu'un chez lui, vous lui faites palabre sur une fausse base. Alors, il y a des victimes. Qui sera alors responsable de ces victimes? C'est celui qui est venu provoquer ou c'est celui qui se défend? Parce qu'en réalité, Laurent Gbagbo se défendait. C'est Alassane Ouattara qui est venu attaquer Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne faisait que se défendre contre l'agression une deuxième fois. Après le 19 septembre 2002, en 2010, il se défend encore contre une élection qu'on essaie de voler pour donner à Ouattara. Alors, si tout ce que le monsieur dit est vrai, parce qu'il n'a pas été interpellé à ce qu'on sache, c'est un livre qu'il a écrit, le livre n'a pas été censuré. Alors, Alassane Ouattara qui dit Emmanuel Macron est mon ami, Macron aurait pu censurer le livre de Ouattara. Pourquoi Macron ne l'a pas censuré? Le monsieur sort, il parle, il dit veut laver sa conscience. Pourquoi Ouattara ne porte pas plainte? Alors, moi je voudrais inviter le PPAC de Laurent Gbagbo de prendre le livre comme témoignage. Je ne sais pas si un procès est ouvert un jour, si le monsieur sera encore en vie. Je demande au PPAC de porter plainte contre la CPI pour détention illégale du président Laurent Gbagbo. Je demande au PPAC de porter plainte contre Alassane Ouattara pour agression et menace et attaque contre la sécurité de l'État. De porter plainte contre Nicolas Sarkozy, contre Barack Obama et contre les Nations Unies. Ça fait beaucoup, sans oublier la CEDEAO. Je demande au PPAC de porter plainte contre toutes ces personnes-là. Si ton père paye mon argent, le jour que ton père va payer mes unités, je vais faire direct en Bambara, bâtard que tu sois. C'est toi qui as payé pour moi ici, idiot. Ce que tu as écrit là, c'est en Bambara ou c'est en français? Mal élevé. Il faut faire direct en Bambara, idiot. Je fais ça pourquoi? Pour toi? C'est pour toi que je suis là? Malade que tu sois. Faut écrire encore, je vais te bannir, tu vas voir. Et donc, je demande au PPAC, au président Laurent Gbagbo, à Maître Abiba Touré, de porter plainte contre la CPI, la CEDEAO, Nations Unies, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, l'OTAN, tous ceux qui ont bombardé, et sans oublier Alassane Ouattara, pour agression illégale. Ce qu'il dit ici, c'est clair. Parce qu'il faut que l'agression soit établie sur une base juridique. Sur quelle base juridique l'OTAN est intervenu en Côte d'Ivoire? Donc, les Nations Unies, on ne peut pas attaquer les Nations Unies en justice, mais jusque-là, je n'ai pas encore vu, peut-être que ça se fait, je ne sais pas, mais est-ce que jusque-là, les Nations Unies ont déjà porté plainte, ou quelqu'un a déjà porté plainte contre le Conseil de sécurité des Nations Unies? Mais pourtant, ils ne sont pas au-dessus de la loi. On peut porter plainte contre les choses. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, c'est clair. Est-ce qu'on peut pas porter plainte contre le Conseil de sécurité? On peut porter plainte contre le Conseil de sécurité. Je renouvelle encore, je demande au PPAC, au regard de ces informations, de porter plainte contre le Conseil de sécurité, de porter plainte contre l'OTAN, de porter plainte contre Barack Obama, plainte contre Nicolas Sarkozy et l'OTAN, sans oublier la CEDEAO. On va continuer d'écouter. Ça, c'était d'abord ma première observation. À Libreville, là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil... Alors, Ouattara n'a pas gagné les élections. Je reviens ici, je vais vous ramener ici, en arrière. Alors, voilà ce que je vous ramène ici. Parce que, en 2010, il y a beaucoup de choses qui ont été... On va écouter d'abord ici. On va écouter ça d'abord. On va écouter ça et puis on continue. La Côte d'Ivoire est au bord de la guerre civile. L'ONU craint des violences ethniques. Mais Laurent Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Il estime avoir gagné les élections du 28 novembre et s'appuie pour cela sur sa désignation par le Conseil constitutionnel. La communauté internationale, elle, lui conteste pourtant cette légitimité. Alors, voilà ce qu'on appelle la démocratie.
le Conseil constitutionnel, qui est l'autorité suprême de la magistrature en Côte d'Ivoire, désigne le candidat président, le président sortant candidat, comme vainqueur des élections. Et des gens qui n'ont aucun respect pour nos pays disent, on s'en fout de ce que votre justice peut dire, on s'en fout de ce que vous dites, on veut pas de toi, c'est tout. Tu dois pas être président, c'est tout. On veut plus que tu sois au pouvoir. Peu importe la réalité. Aujourd'hui, regardons un peu aux États-Unis. Parce que ce que le monsieur a dit ici, si nous passons sous silence ce que le monsieur a dit, si nous refusons d'avoir un regard objectif et analyser de façon objective, et puis on veut se focaliser sur des petits détails, on risque encore de tomber dans le même piège. Ici, Laurent Gbagbo, il va parler, on va l'écouter. Pourquoi moi je vous amène sur ce volet? Aux États-Unis, les démocrates, après avoir truqué les élections, en réalité, Joe Biden n'a même pas gagné aussi les élections. Après avoir truqué les élections, il y a eu des manifestants qui sont allés se plaindre au Capitole. Et les démocrates tout de suite ont instruit une procédure judiciaire contre Donald Trump. Et ils ont commencé à aller chercher des gens partout pour porter plainte contre Donald Trump. Toutes sortes de manipulations. Et ils ont même tenté de lui retirer ce que la Constitution reconnaît en lui comme ancien président, c'est-à-dire l'immunité. S'il n'avait pas été retenu, parce qu'ils croyaient, après toutes les manigances, ils se sont dit, ils ont suffisamment sali l'image de Donald Trump. Et c'est ça difficile que les Américains soutiennent Donald Trump. Et c'est pourquoi ils n'ont pas cru bon au départ de changer Joe Biden. S'ils avaient su au départ que Donald Trump allait être nominé par les républicains, il y a longtemps, ils auraient choisi déjà un autre candidat, mais ils ont été pris du coup. C'est ça qu'il faut respecter souvent, la force et la puissance de Dieu. Dieu vous laisse croire que vous êtes fort, vous faites vos trucs vous-même, vous êtes convaincu que tout va marcher. Et puis à la dernière minute, une petite chose, tout est mélangé, vous ne comprenez plus rien. Aujourd'hui, les démocrates, tout ça s'est connecté avec cette histoire, hein. C'est connecté. Les démocrates ont utilisé tous les moyens, la justice, tout, pour nuire à Donald Trump. Ils n'ont pas réussi parce que le peuple était avec lui. Et il est nominé. Ce qui fait que même pour le protéger, on a refusé de lui donner la sécurité nécessaire pour le protéger. On a vu la première tentative d'assassinat et la deuxième tentative où le monsieur a été débusqué. Et ça, c'est une honte pour les États-Unis. C'est une honte que les démocrates ont fait. Alors, voilà une vice-présidente qui est certes, elle est née aux États-Unis, c'est vrai, mais elle ment, elle veut s'accrocher à une image de femme noire, alors qu'elle n'a aucun parent qui est noir. Et son père était esclavagiste, quelque chose comme on appelle ça, en Jamaïque. Le père de Camara Alice, il était esclavagiste. C'est-à-dire, c'était un propriétaire d'esclaves, en Jamaïque. Sa mère est indienne. Son père était un blanc. Mais au moment où on veut nous faire croire qu'elle est noire, elle n'a jamais été noire. Donc la politique, c'est ça. Mentir, manipuler pour servir des intérêts. Laurent Gbagbo était une menace par rapport à leurs intérêts. Et ils se sont dit, vu le fait que Gbagbo a été trahi, parce que pour comprendre pourquoi Gbagbo Laurent, il fallait faire tout pour le dégager, il a été trahi par Chirac. Et la France, Sarkozy était là, il a tout vu. Et il savait très bien que Gbagbo attendait une seule opportunité. Il passe
il va régler ses comptes. Ça, c'est un. Deuxièmement, la plupart des projets que Gbagbo Laurent avait, les projets avaient été déjà, les financements avaient été trouvés, tout avait été bouclé. Mais curieusement, la France, sur la plupart de ces projets-là, la France n'y était pas. Gbagbo Laurent avait trouvé d'autres, comment on appelle ça, d'autres pays pour réaliser ces différents travaux. Et ils se sont dit, il a bien géré le PPTE, pays pauvre très endetté. Donc, quand vous gérez le PPTE, il y a d'abord on lève les barrières par rapport au prêt. Donc, vous allez avoir désormais accès au prêt. Et puis, il y a beaucoup de facilités aussi qui vous seront données. Et si Gbagbo arrivait à mettre, puisqu'il était à terme et il avait bien reçu le PPTE, donc logiquement, Gbagbo Laurent, il gagne les élections, il va maintenant appliquer son programme, puisqu'il a la flexibilité maintenant économique, il a le financement, il n'a plus de problème, il va réaliser son projet. Il ne faut pas le permettre, donc il y a tous ces intérêts qui étaient en jeu. Sarkozy a manipulé Barack Obama, puisque Barack Obama avait imposé à Sarkozy, ils ont trouvé un arrangement. Vous croyez que Sarkozy a tué Kadhafi comme ça? Quand Sarkozy a commencé ses bêtises, Sarkozy avait trop de problèmes entre Kadhafi et ATT au Mali. Mais entre-temps, Barack Obama, il avait un problème avec Kadhafi. Donc les deux trouvent un terrain d'entente. On ne cherche pas à comprendre, il faut se donner la main pour éliminer Kadhafi. Et Sarkozy dit quoi? Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Puisque j'ai un problème avec Kadhafi, j'ai un problème avec ATT. Donc, à partir de Kadhafi, je règle le problème de l'ATT. Mais entre-temps, Sarkozy s'arrange et puis il travaille avec il demande à la DGSE de travailler avec le renseignement algérien. Ils ont les éléments de la DGSE sur le terrain. Et ce sont eux-là qui étaient en contact avec les Touaregs. Donc, Kadhafi réactive la rébellion. Silencieusement, puisque la DGSE travaillait avec ceux-là déjà en Libye. Et c'est eux qui savaient où se trouvaient les dépôts d'armes. Donc, Kadhafi est bombardé, les verrous sautent, ils ont accès aux armes, ils se servent à souhait et à volonté avec les terroristes, ils descendent au Mali. L'Algérie ouvre sa frontière, ils passent. Ils viennent déstabiliser le Mali depuis, vous connaissez, 2012. Alors ici, Laurent Gbagbo déjà, ils ont frappé la Libye, Laurent Gbagbo ne fera pas exception. Donc, il faut frapper Laurent Gbagbo. Donc, tous ceux qui avaient l'esprit révolutionnaire, il fallait les éliminer. Même si, je ne sais pas comment vous le dites, quel que soit X alpha, même si c'est les Américains même qui venaient organiser les élections et que Laurent Gbagbo avait gagné ces élections, je vous jure au nom de Dieu que les gens allaient refuser de reconnaître ces élections. Même si Dieu lui-même avait envoyé ses anges pour organiser ces élections, ils allaient refuser de reconnaître la victoire de Laurent Gbagbo. Parce que déjà, l'organisation des élections était un prétexte. Que Gbagbo gagne ou pas, Ouattara sera président. C'est tout. Donc, on ne peut pas l'imposer, mais il faut qu'on passe par un mécanisme pour faire croire que, merci, comme Idriss Déby, pour faire croire que la démocratie marche. Donc, il faut utiliser un mécanisme de la démocratie, c'est-à-dire les élections. Donc, les élections n'étaient que le moyen pour évincer Laurent Gbagbo. Il n'y avait pas autre formule. Il fallait l'obliger. Alors, tous ceux qui comprennent maintenant le concept d'organiser des élections, c'est ça. Et je suis heureux, j'ai constaté que le président Assimi Goïta, il a bien compris que organiser des élections, c'est pas la priorité dans nos États. Parce que le fait d'organiser des élections peut précipiter ta propre chute. Ils peuvent se servir des élections pour te faire tomber. C'est tout. Les élections, c'est un prétexte. Les élections, ils s'en fichent. Les élections, ils s'en moquent. Regardez la fin de Dominique Strauss-Kahn. J'étais présent quand ça s'est passé devant moi. La fille Nafissatou l'a cherchée aujourd'hui, elle est devenue comment aujourd'hui? Elle est méconnaissable aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses souvent, je ne dis pas que Dominique Strauss-Kahn était bien, mais Dominique Strauss-Kahn, il a été piégé par qui? Il a été piégé par la DGSE, parce qu'il ne voulait pas de Dominique Strauss-Kahn, parce que tout le monde voulait qui? François Hollande. La démocratie, là, c'est
c'est une arme qu'ils utilisent contre les plus faibles. C'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Ils ont utilisé la démocratie contre Donald Trump. Mais comme Donald Trump n'est pas faible, c'est un milliardaire, il est assis. Il a fait sa campagne et aujourd'hui, il est bien positionné. C'est cette réalité qu'on doit savoir. Maintenant, on va écouter ce que dit Laurent Gbagbo. Pourtant, cette légitimité. À Abidjan, pour Euronews, Laurent Gbagbo a donc accepté d'expliquer en exclusivité sa position. Laurent Gbagbo, bonjour. Voilà un peu plus d'un mois que la commission électorale indépendante a annoncé que votre adversaire, Alassane Ouattara, avait remporté les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Quelques jours après, le Conseil constitutionnel légitimait votre présidence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affronte une des... Entre le président de la commission électorale et le président du Conseil constitutionnel, qui a la légitimité de dire qui est président ou qui n'est pas président? Est-ce que on ne s'est pas basé sur le faux pour accuser Donald Trump? N'est-ce pas tout récemment que la Cour suprême a annulé pratiquement toutes les condamnations sur Donald Trump? On a même dit qu'il y a eu des procès qui étaient infondés, qui n'avaient même pas de base juridique. La Cour suprême a annulé tout et rétabli Donald Trump dans l'humilité qui lui est officiellement reconnue par la Constitution des États-Unis. Mais si Donald Trump n'avait pas les moyens de mener sa campagne jusqu'à être choisi comme candidat des Républicains, vous croyez qu'il allait échapper? Non, il allait être condamné par la justice américaine. Mais c'est parce qu'il avait les moyens de sa politique. Il s'est battu. Et les avocats, merci beaucoup, c'est quoi, c'est Balzac, ces avocats se sont battus et la Cour suprême a rétabli Donald Trump dans son droit. C'est sûr à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire. Quelle est la différence ici? Un pays pauvre africain et la première puissance économique mondiale, donc on pense que c'est pas la même chose, c'est la même chose. On oblige Laurent Gbagbo et on dit Yaoundé n'a aucune compétence, alors que constitutionnellement, juridiquement, moralement, politiquement, c'est lui qui a le droit à la parole et non Youssouf Bagayoko. Youssouf Bagayoko, il proclame les résultats provisoires. Et les résultats provisoires ne sont validés que par le président du Conseil constitutionnel. Sinon, c'est quoi? C'est le Conseil constitutionnel. Voilà, Conseil constitutionnel. Pourquoi, dans nos États, on refuse que les institutions soient indépendantes? Et Laurent Gbagbo avait dit quoi? Recomptons les voix. Si on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, et puis on veut fermer la page comme non, c'est fini, c'est terminé, oublions. C'est qu'on n'a rien compris, parce que d'autres choses encore pires que ça peuvent arriver. C'est quand vous tirez les leçons d'une telle bavure, que vous vous préservez, que vous vous préparez pour anticiper ce qui arrive demain. Mais si vous fermez les yeux, pour vous c'est un non-événement. Ce qui arrive demain ne vous laissera même pas le temps de réfléchir parce qu'il va vous emporter. On a le droit de regarder de près ce qui s'est passé. C'est l'histoire. Et la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire veut avancer demain, la Côte d'Ivoire doit tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et ce qui est malheureux, d'autres personnes à l'extérieur de votre pays vous disent qu'on s'en fout de votre système judiciaire, on s'en fout de votre constitution. Vous faites ce que nous disons. Après, on va revenir encore sur le monsieur qui a parlé. Mais on va écouter ça. La pire crise politique depuis ces dernières années. Où en est-on aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime, proclamé hors délai, par quelqu'un qui n'avait plus le droit de le proclamer. C'est là-dessus que tout l'Occident se braque. Alors que, quand le Conseil constitutionnel finit de délibérer,
C'est une institution. Elle finit de délibérer, elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. Il ne veut pas en entendre parler. Ce n'est plus du droit. Là, ce n'est plus du droit. C'est la volonté des puissants d'imposer quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. L'Union européenne conteste votre légitimité. L'Union européenne, elle suit la France. Dans les relations entre les grandes puissances aujourd'hui, chacun a sa zone d'influence. Et c'est ce que j'ai dit au début. Quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. C'est pas ce que j'ai dit. Elle se gère mais de la plus mauvaise manière. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la même Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout récemment, elle a donné des milliards d'euros à qui? À Paul Kagame de voler les ressources de la RDC. Est-ce que l'Union européenne n'a pas fait ça? Est-ce que cette Union européenne est dans la posture morale, politique? Est-ce qu'elle est dans une dynamique de dire, voilà, c'est pas la même Union européenne que nous voyons aujourd'hui qui a imposé 17 000 sanctions à la Russie, qui aujourd'hui a plombé même l'économie de toute l'Europe. C'est l'Union européenne. Alors, si on ne fait pas de rapprochement par rapport pour bien comprendre comment le monde fonctionne, comment le système géopolitique fonctionne, on ne comprendra rien à rien et on sera toujours manipulé. Comment comprendre que l'Union européenne, cette même Union européenne, qui a plombé son économie avec 17 000 sanctions contre la Russie, qui aujourd'hui a l'une des économies les plus performantes au monde. Aujourd'hui, la Russie est enviée par le monde entier, malgré les 17 000 sanctions. Alors, est-ce que moralement, cette institution-là peut décider? Alors, elle défend ses intérêts, mais elle dit à l'Afrique, vous ne pouvez pas défendre vos intérêts. C'est nous qui décidons ce que doivent être vos intérêts. Voilà une réalité, je vous en prie. Au niveau de l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. C'est la France qui écrit le draft. Nous l'avons contesté plusieurs fois, mais nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas une puissance nucléaire, nous n'avons pas le droit de veto, nous ne sommes même pas au Conseil de sécurité. Votre adversaire, Alassane Ouattara, forme un gouvernement, nomme des ambassadeurs qui sont reconnus ambassadeurs. Oui, nommé par Alassane Ouattara en France, a été reconnu. Mais la France a tort. J'ai dit que la France a tort. Vous avez passé 30 ans dans l'opposition, Laurent Gbagbo. Vous avez un long parcours politique. Nicolas Sarkozy vous pose des ultimatums. Que répondez-vous au chef de l'État français? C'est inacceptable qu'un chef d'État, sous le prétexte que son pays est plus puissant qu'un autre pays, qui pose des ultimatums au chef de l'État de notre pays. Bon, voilà l'erreur des Africains. Voilà l'erreur des Africains. Voilà l'erreur des Africains. Je vais emmener ici, on va sortir un peu. On va revenir ici. On va remonter, hein. On va revenir ici. On va parler de Nicolas. Ça, c'est Nicolas Sarkozy, hein. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Votre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains et l'ombre de l'Élysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes. Écoute, ils savent que je sais toute ma vie en France-Afrique. C'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Minot. Bonjour, Robert Bourgi. Bonjour, monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique de ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres,
j'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État, que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Il disait, ok, Banco, on y va. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décident. Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non. C'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait et me dit, je t'envoie, Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je faisais comme je prenais la tâche de M. Chirac. Je dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Et vous étiez là? Et vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perelman. Alors, vous voyez, on dit que nous sommes pauvres. Regardez le paradoxe. Alors, quand je vois que dans le Sahel, des journalistes sont là, sont incapables d'élever le niveau du débat, on dit que nous sommes pauvres, mais c'est nous qui finançons la campagne de ces présidents. Et quand ils sont élus, ils s'asseyent sur nous, ils nous imposent leur diktat. Est-ce qu'il y a pire malédiction que les présidents africains qui ont financé la campagne d'un président français qui, après avoir gagné, impose sa volonté à ce même président? C'est pourquoi eux tous sont mal morts, quoi. Si c'est pas prostate, c'est connerie, ils sont tous mal morts. Oufou est mort humilié. Je dis pas qu'il est mal mort, mais il est mort humilié. Arrêtons de nous blaguer. Oufou sait dans quelles conditions il s'est retrouvé à l'hôpital, à Genève. Et comment il est venu clandestinement à Yamoussoukro pour attendre le jour de sa mort. Et quand il est arrivé à Yamoussoukro, on sait comment ils ont dégagé toutes les voies à Yamoussoukro pour ne pas qu'on filme quoi que ce soit. Il n'est pas mort comme il l'aurait souhaité. Certes, il a fini de construire son caveau familial, il a fini la basilique, mais il croyait pouvoir encore se ressaisir dans un ou deux petites choses. Comment des présidents, vous financez la campagne de quelqu'un qui gagne et puis vous imposez sa volonté? C'est ça que moi, j'ai du mal à comprendre. La plupart de tous les présidents français, sans exception, même Emmanuel Macron, sa campagne a été financée par des présidents africains. Et c'est cet idiot-là qui parle mal. Chirac l'a fait. Regardez comment Mitterrand l'a fait, Chirac l'a fait. L'autre président, là, le De Gaulle. De Gaulle, après De Gaulle, tous les autres présidents qui sont venus là, jusqu'à cet idiot, cette merde, ils ont tous, c'est les Africains qui ont financé leur campagne. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute, le président d'un État africain envoie son émissaire, moi je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage? Jamais. C'est mal me connaître. 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions, Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu. C'est le même mécanisme. Ensuite, exactement le même. Vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche, il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer des bonnes grâces. Écoutons, hein. Je lui ai dit, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon de restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là,
je dis à Dominique de Villepin, je dis Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin. Mais comme je l'ai dit par le passé, tout ceci, la rébellion n'avait pas encore commencé. La rébellion de Guillaume Soro n'avait pas encore commencé. Donc, logiquement, quand quelqu'un vient à vous, aidez-moi à obtenir ce que je veux. Vous l'aidez et vous êtes dans le besoin, vous lui dites, mon ami, moi aujourd'hui, je suis aussi dans le besoin. Est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Et la personne vous dit non. Voilà comment Gbagbo a été trahi. Voilà comment elle a été humiliée. Et il y a une partie intéressante dans ses propos, je ne sais pas si on pourra écouter ça. Mais, Dominique, gênerait à hauteur de 3 millions de dollars, M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur... Alors, pour ceux qui connaissent Dominique de Villepin, je vais essayer de voir si je peux vous montrer sa photo. Je crois vous devrez tous le connaître, Dominique de Villepin. Je vais essayer de vous montrer là. Dominique de Villepin, j'espère pouvoir vous le montrer. Voilà, je crois que c'est là. Voilà, il est là. Ok. Ok. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, je pense que vous pouvez le reconnaître. Voilà, le voilà qui est là. Ok, je vais vous le montrer ici. Je pense que vous pourrez on va le voir tout de suite. Oh là 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 là. Où il est ce gars-là? Je pense. C'est pas vrai. Ok, le voilà qui est là. Voilà. Le voilà qui est là. C'est ce monsieur-là, Dominique de Villepin. Vous le voyez très souvent sur les réseaux, en train de critiquer le petit Macron. Voilà, c'est de lui qu'il s'agit. C'est Dominique de Villepin qui est là. C'est de celui-là qu'il est question. Voilà. À l'époque, il était secrétaire général à l'Élysée. Il n'était pas chose. Il était secrétaire général à l'Élysée. Hein. C'est de lui qui passe. C'est lui qui a dit à Laurent Gbagbo, je vais te tordre le bras. Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. Ta conscience ne peut pas te laver, mon frère. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont trahi Laurent Gbagbo. Ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Bon, aujourd'hui, c'est ce Dominique de Villepin qui est sur les plateaux de télévision en France et qui se présente comme un donneur de leçons, qui se présente comme un véritable patriote. C'est ce Dominique de Villepin qui parle, mais qui oublie quand même ce qu'il a fait. Pendant la crise post-même, pendant la rébellion, il oublie ce qu'il a fait. Comment il a menacé. Alors, attends, il y a une partie qui m'intéresse dans les propos qu'il va tenir, quoi. Nous savons qu'il les avait gagnés. Comme Jean Ping les avait gagnés en 2016 à Libreville. Il y a une partie que je vais... Un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA. Attends, voilà. Écoutez, hein. Il dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Ça, c'est Sarkozy. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA. Par mois. Voiture, escorte. Et s'il veut, comme il est professeur d'histoire,
on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, cette partie, dans le bureau de... cette partie m'intéresse beaucoup. Cette partie. Voilà comment un président. Et c'est ça qui me tue par rapport à nos journalistes africains. Il n'y a pas un journaliste. C'est-à-dire, moi, je me pose la question, les journalistes là même là, attends, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, c'est pas vrai. Comment on peut être journaliste et puis lâche jusqu'à ce point, incompétent jusqu'à ce point? Journaliste, c'est lâche, incompétent, mais tu sers à quoi? Et puis tu es fier de t'arrêter devant les gens pour dire que tu es journaliste. Tu travailles dans un média d'État. Voilà une aubaine pour n'importe quel journaliste digne de ce nom. Comment nos chefs d'État sont vus et traités par l'Occident, particulièrement par la France. Les journalistes lâches, incompétents. Vous savez, quand vous avez été voleur en classe, tricheur en classe, vous trichez pour avoir les notes, vous trichez à l'examen. Quand on vous donne une fonction là, vous avez peur. Parce que vous, à l'honneur à Taoula, vous avez peur. Moi là, je n'ai pas triché. C'est pourquoi pour moi là, je parle pion. Et puis je n'ai pas peur. Ça va pas quelque part. Il faut qu'un journaliste lâche, incompétent, vaurien, pour ne pas voir ici une raison de laver l'honneur de ton pays. Comment la France se traite? Ils ont peur parce qu'ils se disent que si demain ils veulent aller en France, on leur refuse le visa. Ce sont ces gens-là qui travaillent pour nous. Hein. Ils veulent aller en France, demain, on leur refuse le visa. Nous, Dado Asimini, Francien, Nobita Francido, nous, a visa là-bas, c'est les parents qui parlent comme ça à ces journalistes. C'est pas la peine. Monsieur le Président, voilà la réalité. Bon, comme maintenant, moi, je suis content et que, je vais vous le dire, je le cache pas. Maintenant que je sais que l'un des ministres que je respecte et que j'admire au Mali, le vice-premier ministre, ministre d'État Abdoulaye Maïga, dès qu'il rentre de New York, je vais demander audience. Et puis j'allais parler. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. J'allais parler. On ne peut pas continuer comme ça. Où ces gens-là, ces incompétents qui sont à leur terme là, ils se lèvent et puis font leur travail. Ou bien assimiler à prendre une décision. Attendez, voilà, opportunité on vous donne ici. Parce que quand vous faites débat sur ça là, le temps ils vont finir de chercher à savoir qui a dit vrai ou faux là. Nous on est tranquille et pas on avance. Mais maintenant, je vous en prie, écoutez. De Claude, et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel l'a passé. Laurent Gbagbo m'a dit, alors Bob, comment va? J'ai dit, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors, comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. Écoutez bien. Je suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifier. Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à la haie. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que vous sentez le soufre, ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit, moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites? Parce que il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non?
un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre. Je lui ai dit, mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Écoutez bien. Je lui ai dit, Omar, j'ai dit à... Vous comprenez bien? C'est-à-dire, nos présidents étaient les vaches à lait des présidents français. Il se lève le matin, il a besoin d'argent, il envoie quelqu'un, il faut appeler tel président, j'ai besoin d'argent. Il dit pas combien, mais quand il dit j'ai besoin d'argent, il le fait. Ils appellent. Alors, c'est cette réalité. C'est malheureux. Alors, eux, ils font la grande gueule devant le monde. Ils nous insultent, ils nous humilient. On traite nos pays comme des pays pauvres. Mais les présidents français ont toujours vécu dans l'ombre de nos présidents, financièrement parlant. Leur gabegie, parce que la constitution de leur pays ne leur permettait pas de faire certaines dépenses. Et les dépenses étaient régulées et gérées par, comme on appelle, si je peux le dire, le Conseil d'État, où il y a, en tout cas, il y a des structures spécialisées pour contrôler les dépenses, les dépenses publiques. Donc, pour passer dans le dos de la Constitution française, et il n'y a pas de journalistes capables dans le Sahel pour comprendre ça. Est-ce que je suis obligé, moi, de développer ça ici? Alors, quand je dis que je suis meilleur dans mon domaine, vous vous fâchez. Quand je dis je suis mieux que vous, parlant connaissance, vous vous fâchez. Voilà la preuve que Dieu m'aime établi. Vous savez, souvent, moi, j'aime mon Dieu, parce qu'il met des situations où j'arrive, et puis j'excelle. J'ai dit, bon, maintenant, j'attends. Et quand tu finis, tu dis, mais attends, donc, il y a personne parmi vous, là, qui pourrait faire ce que je suis en train de faire, là. Est-ce que je fais quelque chose d'extraordinaire? Bon, peut-être pour certains, mais pour moi, c'est pas extraordinaire. Vous n'avez qu'à réfléchir. Vous n'avez qu'à comprendre. Ici, moi, ma question n'est pas de dire, ma position, pardon, le gars, il a combien de crimes? Tout le monde sait qu'il a combien de crimes. Le gars, il prenait l'argent, il prenait pas l'argent, les montants, moi, c'est pas mon problème. Mon problème est moral et politique. Moralement, comment toi, tu donnes l'argent à un président, et c'est ce président-là qui t'impose sa volonté. Politiquement, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Comment tu peux permettre à un président français que tu as financé sa campagne, quand il a besoin d'argent pour ses maîtresses et ses enfants, c'est toi qui prends dans les caisses de ton pays pour lui donner. Comment ce... Et de tous les présidents, quand vous écoutez ce monsieur, c'est Omar Bongo, même pas au fouille. Même pas au fouille. La France avait plus peur d'Omar Bongo même que de Fouille. Parce que, surprenant ici, est-ce que vous savez que Omar Bongo constituait le gouvernement français? Oui. Si tu fais la liste des ministres, Omar Bongo, on appelle Omar Bongo, il arrive. Et puis on lui envoie le brouillon dans son hôtel, il regarde, il dit, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Omar Bongo lui-même choisit ses propres ministres. Il envoie à l'Élysée. Et puis, avant que la liste ne soit confirmée, il les reçoit un à un. Il parle avec eux. Et puis le lendemain, la liste est confirmée. Si Omar Bongo choisit 9 ou 10 sur la liste, sur ceux qu'il a choisis, il y a au moins 8 ou 9 qui sont retenus. Omar Bongo. C'est pourquoi il n'avait pas peur, Omar Bongo. Il parlait parce qu'il savait ce qu'il faisait pour la France. Aujourd'hui, là, c'est la famille de ce Omar Bongo qu'on traite de bien mal acquis. Mais jamais on ne fait la relation entre ce que les Bongo ont donné au président français, on dit bien mal acquis. C'est pourquoi je dis, mais pourquoi les Africains, on est bêtes comme ça? On a donné l'argent à quelqu'un, et puis la personne vient nous dire, on a volé l'argent. Mais celui à qui on a donné l'argent, c'était votre président. Pourquoi vous ne pouvez pas sortir les preuves pour dire, bon, si c'est bien mal acquis, demandez à votre président de n'a qu'à restituer. Il est aussi impliqué dedans. Où est Palabga ici? C'est... Robert, qui vous a passé le message? Pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République. Vous écoutez bien. Après l'audience officielle, j'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions 4, Guéant, votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy, et il lui a répété ça. Je ne veux pas un sou. Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il avait dit, mais Jacques était
demandeur toujours, mais toi tu ne veux rien. Je lui ai dit non, je ne veux pas un sou. Vous dites dans le livre quand même que... Mais Sarkozy dit qu'il ne veut pas un sou, mais pourtant il a pris l'argent de Kadhafi. Sarkozy a pris l'argent de Kadhafi. Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an entre 2009 et 2013. $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même, parce que ça c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Monsieur, c'est du lobbying, mais vous comprenez que c'est qui? Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. Bon, on s'arrête là. Ceux qui écrivent sommes là. Voilà ici. Ali Bongo le payait $1 million par an, de 2009 à 2000, je sais pas combien il a même. Il a quand même, 2009 à 2013, c'est pas 4 ans. À peu près 4 à 5 millions de dollars, c'était énorme. Alors, ce qu'il faut retenir, il y a plein de choses qui ont été dites, moi je vais pas, vous avez beaucoup écouté, mais moi j'aurais souhaité, dans un premier temps, voir nos médias s'approprier ce livre, cette intervention, et puis faire des analyses pertinentes par rapport à la France-Afrique, par rapport aux actions de déstabilisation de la France, et par rapport aux relations que nous avons avec la France. Deuxièmement, ici, je vais clore ce chapitre rapidement. Ce qu'il faut retenir aussi, j'espère que le PPACI va tirer toutes les leçons, c'est de, Sarkozy est vivant, c'est de pouvoir porter plainte contre Dominique de Villepin, j'allais l'oublier, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, l'OTAN, le Conseil de sécurité, la CEDEAO et la CPI. Si le PPACI peut porter plainte contre tout cela, au regard de ce qui est dit ici, parce qu'il y a des éléments, dans le livre, il y a des documents qui sont dedans. C'est pas seulement une simple révélation. Ça veut dire sur la base du mensonge, on a tué des Ivoiriens. Sur la base du mensonge, on a attaqué un État. Sur la base du mensonge, on a menti sur quelqu'un. Quelqu'un a été mis en détention illégale par une cour internationale. La résidence présidentielle a été bombardée par un organisme de défense militaire d'autres pays avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a aucun lien avec l'OTAN. Pour que l'OTAN intervienne chez vous, il faut que l'article 5 de l'OTAN soit activé. C'est-à-dire, vous avez attaqué un pays, automatiquement l'OTAN intervient. L'OTAN, dans sa structure, dans sa composition, dans sa mise en place, l'OTAN a été créé, si je ne m'abuse, exclusivement contre la Russie. L'OTAN l'OTAN, il est clair, l'OTAN ne sera pas le premier pays. Enfin, peu importe la formule, mais pour que l'OTAN intervienne, il faut que un pays de l'OTAN soit menacé ou directement attaqué. Donc, le Conseil de sécurité, par 2 reprises, a amené l'OTAN à violer ses propres textes. L'agression, 3 reprises, pardon. La Syrie, c'est ce que je connais, hein, la Syrie, parce que l'Irak, ce n'est pas l'OTAN, c'est l'Amérique et une certaine coalition. L'Irak, certains pays de l'OTAN ont refusé de participer. C'est en Syrie que l'OTAN a participé, en Libye et puis en Côte d'Ivoire. Et moi je dis l'OTAN, il faut porter plainte contre l'OTAN pour avoir violé ses propres textes. Parce que l'OTAN, pour intervenir militairement, il faut que l'article 5 de l'OTAN soit activé. En Côte d'Ivoire, c'était pas le cas. En Libye, c'était pas le cas. En Syrie, c'était pas le cas. Certes, la Russie est intervenue du côté de la Syrie pour maîtriser la situation. En Libye, c'est l'hécatombe. En Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui sont morts sous les bombes de l'OTAN. D'accord? Même si on demande à l'OTAN d'intervenir, il y a un test. Il y a un test qui régit
l'intervention de l'OTAN dans un pays. Ce n'est pas parce qu'on est une organisation militaire, on a les équipements, on a les moyens, qu'on se lève pour attaquer un pays. Ici, il s'agit d'une crise électorale. En quoi est-ce que l'OTAN est habilité à intervenir en Côte d'Ivoire dans une crise électorale? Ce que je dis aujourd'hui peut sembler impossible pour certaines personnes, ou voire illusoire pour certaines personnes. Je prie Dieu que je me trompe. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire. Si nous ne rectifions pas l'histoire, les mêmes causes vont produire encore les mêmes effets. Si nous ne nous levons pas pour dire que ce qui a été fait en Côte d'Ivoire ne doit plus se faire et prendre les dispositions et les mesures nécessaires, ils vont se sentir encore obligés, croire qu'ils ont le droit d'intervenir dans d'autres pays. Le Kosovo, c'était l'OTAN que je ne savais pas. Donc le Kosovo. Quelqu'un a écrit Yougoslavie aussi. Je ne sais pas si c'est... Donc, pour moi, il faut mettre un terme à l'interventionniste de l'OTAN. L'OTAN n'est pas le gendarme du monde, l'OTAN n'est pas le juge du monde. On a permis à l'OTAN de violer la souveraineté ivoirienne. Le même OTAN a signé un traité de coopération avec la CEDEAO. Bon, le G5 Sahel, c'est fini, ça n'existe plus. Donc, ici, il est important que les Africains se réveillent, que les Africains regardent de près ce qui se passe. On ne peut pas et on ne doit plus accepter l'intervention de l'OTAN. Dans tous les cas, ça ne se fera plus parce que pour que l'OTAN intervienne, il faut que ça passe par le Conseil de sécurité. Et je ne crois pas que la Russie et la Chine encore vont permettre à l'OTAN d'intervenir dans un autre pays. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a été le dernier cas. Et ça n'arrivera plus. Mais, je souhaite que les Ivoiriens, ceux qui disent que ils ont constitué les victimes, les familles des victimes de la crise post-électorale, vous qui avez toujours pointé du doigt la responsabilité de Laurent Gbagbo, l'opportunité vous est donnée de regarder du côté de Ouattara. Si Gbagbo a gagné les élections, ce que nous avons toujours dit, et que c'est la France qui a décidé d'imposer sa volonté, et que Gbagbo a été acquitté par la CPI. Et curieusement, c'est comme si Alassane Ouattara avait les échos de ce bouquin-là avant que ce livre ne sorte. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une situation extrêmement bizarre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, dont les journaux ont complètement ignoré, refusé d'en parler. La CPI a fermé tous ses bureaux en Côte d'Ivoire. Donc officiellement, il n'y aura plus d'enquête de la CPI en Côte d'Ivoire. Mais alors, voilà ce que le procureur de la CPI disait en Côte d'Ivoire. Voilà ce que le procureur disait. Samuel Ouattara ici, hein. L'une des questions importantes que nous avons discutées avec le président est que nous allons nous pencher sur les crimes de toutes les parties. Tous les partis. Mais pourquoi alors la CPI ferme son bureau en Côte d'Ivoire? L'une des questions importantes que nous avons discutées avec le président est que nous allons nous pencher sur les crimes de toutes les parties. Donc, nous allons nous pencher sur les crimes de tous les partis, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun élément, aucune personnalité, aucun responsable, personne du côté de Ouattara n'a été inquiété par quoi que ce soit par rapport à la CPI. Et aujourd'hui, voilà ce qui est rigolo. Aujourd'hui, voilà ce qui est rigolo. Donne-moi une seconde.
Alors, voilà ce qui est intéressant, c'est la Côte d'Ivoire aurait dû, mais la CPI jamais. Donc la CPI ferme ses bureaux en Côte d'Ivoire. En d'autres termes, il n'y aura plus jamais d'enquête de la CPI sur quoi que ce soit. Est-ce que c'est parce que Ouattara savait que ce livre allait sortir que les bureaux de la CPI ont été fermés en Côte d'Ivoire? On peut se poser cette question légitimement. Et je peux le dire sans risque de me tromper que Ouattara avait bel et bien écho que ce livre allait être d'une nuisance s'il garde encore les bureaux de la CPI ouverts. Donc il faut rapidement fermer les bureaux de la CPI, mettre un terme, même si la Côte d'Ivoire reste membre de la CPI, mais la Côte d'Ivoire ne va pas permettre à la CPI de venir faire des investigations. En fermant les bureaux, la Côte d'Ivoire refuse désormais que la CPI vienne s'immiscer dans quoi que ce soit, même si elle est membre de la CPI. Voilà une triste réalité. Jamais la vérité ne sera connue. Si on s'en tient à la volonté d'Alassane Ouattara, est-ce que la vérité sera connue? Est-ce qu'on connaîtra véritablement la vérité? C'est ce qui s'est passé. Une partie de la vérité vient d'être dévoilée à la face du monde. Alassane Ouattara n'a jamais gagné les élections. Le deuxième mandat d'Alassane Ouattara face à ce petit minable, le deuxième mandat, le deuxième mandat, le PDCI a soutenu bêtement, il a gagné. Le troisième mandat, c'est un idiot qui l'a accompagné, Kakabe. Et le quatrième mandat, il veut créer la zizanie, il veut créer le chaos. Alors, nous allons dire à ceux qui suivent Alassane Ouattara, même si nos journalistes sont incompétents, si nos journalistes sont peureux, si nos journalistes indignes, qui manquent de courage, d'honnêteté, qui manquent peut-être de détermination, même si nos journalistes décident de fermer la bouche sur une réalité évidente, nous allons dénoncer cette réalité. Nous allons dire à Alassane Ouattara, il n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Ça c'est un. S'il tente de vouloir déstabiliser, parce que pour qu'une personne soit humiliée, Dieu passe par des étapes pour attirer la conscience d'un grand nombre de publics. Un bon observateur, quand vous regardez, vous vous rendez compte que quelque chose est en train de se préparer contre cette personne. Et Dieu est en train de lâcher Ouattara. Je m'en fous que les gens croient ou pas. Mais s'il veut s'attaquer au Sahel, je crois qu'il ne sera pas déçu. Il trouvera en face de lui la réponse à laquelle il ne s'est jamais attendu. Il veut déstabiliser le Sahel, c'est son problème. Nous, on sera là. On sera là, prêt, déterminé à répondre à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, 3 faits. C'est la dernière partie de notre intervention. 3 éléments clés. Alassane Ouattara, déstabilisateur dans le Sahel. Alassane Ouattara, épinglé dans les 2 attaques terroristes du 17 septembre à Bamako. Alassane Ouattara, épinglé dans la tentative de déstabilisation, d'assassinat, de la perturbation, responsable de la tentative de créer le chaos au Burkina Faso. Le vaste réseau a été démantelé par les autorités du Burkina Faso. Et enfin, le 3e élément, Alassane Ouattara, il vient d'être démontré que Ouattara n'a jamais gagné les élections de 2010 et que les morts, les blessés, les victimes sont à l'actif d'Alassane Ouattara. Alors, il y a une dame qui m'a dit comme ça, elle dit, Keïta, j'aurais souhaité voir Soro Guillaume publiquement, même s'il demande pardon, de reconnaître que effectivement Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Parce que ici, ce livre-là est sans conteste une vérité claire. Je le dis effectivement, ce qu'elle dit n'est pas faux. Elle dit, si Soro Guillaume reconnaît que Ouattara n'a jamais gagné les élections, au regard de ce que nous connaissons aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire
sera prête à recevoir Soro-Guillaume. Mais si il ne se décide pas, je ne fais que reporter les faits de quelqu'un. Ce n'est pas ma position à moi. Donc il y a des idiots qui ne comprennent pas bien français quand on parle. Ce n'est pas ce que moi je dis. C'est ce que j'ai eu une conversation avec elle, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit, il faut que Soro accepte, même s'il demande pardon, qu'il reconnaisse que Ouattara n'a jamais gagné les élections. Et ça, c'est la vérité. Maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense? Je pense que Soro, il a le droit de dire la vérité. Aujourd'hui, Soro n'a aucun intérêt à protéger Ouattara. Et il connaît la vérité. Qu'il dise la vérité. On n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails. Il a dit lui-même qu'il y a des informations qu'il ira dans sa tombe avec. Ça, c'est compréhensible. Mais il y a des informations où on estime qu'il doit pouvoir les donner. Et si Soro-Guillaume, d'une manière ou d'une autre, peut-être, arrive à entendre ce que nous disons, la misère qu'il vit aujourd'hui, c'est pas Laurent Gbagbo, c'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. C'est la relation trouble qu'il a eue avec Alassane Ouattara. Il y a un seul coupable, Alassane Ouattara. On ne lui dit pas de venir se venger sur Ouattara, mais on lui dit de dire la vérité concernant Alassane Ouattara. Parce que on dit, tu connaîtras la vérité, tu seras libre, elle va te libérer. Que Soro-Guillaume, en tant que chrétien, il a toujours dit qu'il est pour la vérité, qu'il dise la vérité, qu'il reconnaisse la vérité, qu'il dise la vérité, parce que c'était lui, l'architecte des élections de 2010, qu'il dise la vérité, qu'il dise ouvertement la vérité. Parce que une grande partie de la population ivoirienne attend ce que Soro-Guillaume va dire. Bon, maintenant, s'il y a des petits calculs politiques dedans, si Soro-Guillaume dit, ça va compliquer son arrivée en Côte d'Ivoire. Si Soro-Guillaume parle, peut-être que ça va compliquer les choses, mais les choses sont déjà compliquées pour Soro. Quelqu'un qui vous condamne à perpétuité, quelqu'un qui saisit votre maison, quelqu'un qui vous humilie, quelqu'un qui ment sur vous, quelqu'un qui dit que vous avez fait blanchiment d'argent, quelqu'un qui essaie de salir votre honorabilité, votre moralité. Qu'est-ce que vous avez à attendre encore de cette personne-là? Qu'est-ce que Soro peut encore attendre de Ouattara? Que Dieu ne peut pas lui donner. Donc, mieux dire la vérité et laisser Dieu se battre pour vous que de croire faire de la rétention et croire que Dieu va vous accompagner. Dieu va vous accompagner à faire quoi? Soro-Guillaume, tu le sais mieux que tout le monde. Tu connais cette part de la vérité. Les Ivoiriens disent il faut parler. Il faut écouter le peuple de Côte d'Ivoire, Soro. Il faut dire et donner ta part de vérité. Il faut parler et donner ta part de vérité. Cette vérité que tu as toujours voulu préserver, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que cette vérité-là, tu la gardes indéfiniment. Ça n'a pas de sens. C'est Ouattara. Quand les Ivoiriens ont vu ton image au Niger, ils ont été choqués. Certains ont pleuré. L'homme bien costaud, et puis l'homme chétif qu'ils ont vu au Niger, ils ont été choqués. Alors, qu'est-ce que tu peux encore garder? Qu'est-ce que tu peux encore garder et refuser de dire? Au feu est mort. Plein de gens sont morts. Personne n'est éternel. Dis la vérité et puis libère-toi, Soro. Et jusque-là, tu n'as pas encore dit la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. Ils attendent que tu dises cette vérité-là. Il faut le dire pour te libérer. On va décortiquer avec l'aide de Dieu l'intervention du vice-premier ministre Abdoulaye Maïga. On va, je le répète, on va décortiquer avec l'aide de Dieu l'intervention du vice-premier ministre Abdoulaye Maïga, l'intervention qu'il a eue à la tribune des Nations Unies. On va essayer, avec l'aide de Dieu, si Dieu le permet, comme je le dis toujours, de décortiquer les propos du vice-premier ministre.
Alors on garde le contact. On viendra, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va décortiquer l'intervention du vice-premier ministre Abdoulaye Maïga. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous de savoir que notre ministre d'État est désormais vice-premier ministre. Donc, merci à Toba Chili. Alors, c'est ce que nous avons toujours dit et on a toujours souhaité, parce qu'il le mérite. Il mérite d'être vice-premier ministre. Il mérite parce qu'aujourd'hui, où on va, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut prendre des décisions courageuses. Nous invitons les uns et les autres à faire preuve de modestie et de retenue. Un premier ministre ne peut pas toujours parler d'une certaine manière. Ça banalise un peu sa fonction de premier ministre. Malheureusement, nous avons essayé d'interpeller, on nous a pas écouté. Et nous avons toujours dit qu'à tout moment, le président Goïta peut prendre une décision. Bon, il vient de prendre une décision salutaire que nous saluons. Moi, personnellement, je suis très content, je suis très heureux. J'espère que Dieu me permettra d'aller saluer et féliciter le ministre d'État, le vice-premier ministre Abdoulaye Maïga. J'espère que Dieu me permettra d'aller féliciter parce qu'il mérite. Il mérite humblement. Il est à la hauteur. Et je crois qu'il peut relever tous les défis. Sans oublier le ministre de l'économie et des finances. Nous demandons aux autres de se ressaisir. Le Mali n'appartient à personne. Chacun viendra jouer son rôle pendant un temps donné et puis laisser la place aux autres. Donc pendant ce temps-là, que chacun sache où il faut mettre les pieds. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On garde le contact et à très bientôt, Inch'Allah.